au webinaire francophone pour les pays africains organisé par Mindray. D'abord, j'invite le directeur, Madame Xiongyan, directrice de Mindray, pour une allocution d'ouverture. Mesdames et messieurs, chers professeurs de la Chine, chers professeurs et médecins des pays francophones, bonjour. Actuellement, la pandémie mondiale de COVID-19 a frappé tout le monde. En Afrique, 52 pays ont trouvé des cas confirmés. Total cas est dépassé 16 000 avec 808 morts jusqu'au 15 avril. Au cours des derniers mois, la Chine a lutté contre la propagation des virus grâce à une compagnie unifiée associant le gouvernement, les professionnels médicaux, les entreprises et le public. Et Mindray, en tant que leader de la Chine dans le domaine de l'équipement médical, a été au premier plan de cette bataille. Mindray a augmenté la capacité de production, collaboré avec des professionnels médicaux pour améliorer le diagnostic ainsi que le traitement et fournir des équipements médicaux, aussi le service plus rapide aux zones les plus touchées. Mindray a également construit une plateforme d'échange pour des experts chinois et étrangers afin de lutter conjointement contre COVID-19. Nous espérons que ce webinaire améliorera considérablement votre compréhension de COVID-19 et vous fournira des conseils sur la façon de réagir à la maladie du point de vue des cliniciens. Merci beaucoup pour votre partage et votre participation. Merci. Bon, merci, Madame Xiongyan. Maintenant, je présenterai la présidente de notre séminaire, qui est professeur Li Yi, qui est le directrice des services de médecine laboratoire de l'hôpital du peuple numéro 1 de Shanghai. Ensuite, le programme de la journée, d'abord l'allocution faite par professeur Li, qui va nous présenter les orateurs et ainsi que leurs thèmes. Donc, Madame Li, vous avez la parole. Hello. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent? Bonjour Madame Lili, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer, Madame Lili. Oui. C'est bon.
好。李丽教授， Hello， 您这边可以能听见吗？您听见，您听见，听得见吗？听得见。您这边可以进行讲者与讲者主题介绍了。好。各位朋友，各位专家，大家下午好。可以听见吗？ Et on l'entend. 我们的会议呢， Donc, notre séminaire commence tout de suite. Et vous savez tous que le Covid-19 a été une catastrophe pour l'humanité. Donc, le peuple chinois, uni comme une personne, ont remporté une victoire d'étape déjà. Et donc, notre lutte a été soutenue par les soutiens du monde entier. C'est la raison pour laquelle nous pouvons remporter cette victoire d'étape. Pour récompenser et pour remercier les aides que le monde entier nous a apportées, nous aimerions bien partager les expériences avec nos frères africains. Et j'espère aussi que cette conférence puisse vous apporter des aides concrètes. Et aujourd'hui, nous avons l'organisateur de notre webinaire a invité, la société Windray a invité. Donc, j'invite la première orateur, professeur Chen Wei. Donc, je donne la parole à professeur Chen Wei. Je pense que oui. Oui, c'est le canal français. Moi, je parle dans le canal français. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et je viens de l'université de Jiaotong à Xi'an et je suis très heureuse d'aujourd'hui de pouvoir partager donc le problème et la solution pour la détection d'acide nucléique de la COVID-19. Et je vais présenter trois aspects. Premièrement, la caractéristique moléculaire de la COVID-19. Deuxièmement, détection d'acide nucléique. Et troisièmement, les problèmes et des solutions dans cette détection. Premièrement, je vais vous présenter des caractéristiques moléculaires de la COVID-19. En début du 2020, un Chinois a publié un article et qui ont comparé le morse SARS et la différence avec le coronavirus. Ils ont découvert que 10 séquences du génome de la COVID-19 provenant de différentes sources sont homologues à plus de 99,98%. Ils ont constaté que le coronavirus avec deux chauves-souris sont tout à fait identiques, une homologie respective de 18% jusqu'à 50%. Et donc, une analyse phylogénétique a révélé que la souche de la COVID-19 appartient au sous-genre subercovirus du genre bêta-coronavirus, qui est génétiquement différent du coronavirus de SARS.
Donc, le modèle d'homologie montre que le COVID-19 et coronavirus SARS sont différentes. Il y a 2 jours, dans l'article PN, les chercheurs américains et allemands ont publié un article et ils ont utilisé des données des génomes virils connectés plus larges. Ils pensent qu'il y a 3 variantes, donc considère A, B, C, et en Chine, il existe plus de coronavirus de la catégorie A. Et donc, ils ont une différence clinique, manifestation clinique différente. Si on fait ce genre d'études, c'est pour que la détectique chinoise ne soit pas dérivée. Et au niveau de clinique, nous espérons, à travers une analyse précise, pour identifier les porteurs atypiques, pour les isoler afin de freiner la propagation de la maladie dans le monde. Donc, le coronavirus est un genre de virus appartenant à la famille de coronavirides de l'ordre de nidoviral. Il est muni d'une enveloppe virale ayant un génome à ARN monocaténaire de sens moitié. Il a 4 genres alpha, bêta, gamma et delta. Donc le coronavirus appartient au genre bêta qui est actuellement le 7e, qui a donc le COVID-19 est un coronavirus à ARN monocaténaire avec environ 30 000 bases azotées. Et il y a un certain degré d'homogène entre ses proches. Comme j'ai dit tout à l'heure, 80% et 50%. Et 13% avec en fait, ils n'ont pas la même voie de contamination Par exemple, SARS de 2003 passe par le civette pour contaminer l'homme, et tandis que le MERS passe par plutôt des chameaux. Et cette fois-ci, le coronavirus passerait peut-être par le pangolin ou le serpent pour contaminer les hommes. Et maintenant, je veux parler un peu comment détecter l'acide nucléotique. Et voilà. Donc, ça, c'est la séquence de génome. Donc, actuellement, la détection d'acide nucléotique est ciblée principalement 4 séquences de gènes conservés dans le génome viral, à savoir le gène de cadre de lecture ouvert 1 et B, y compris le gène de ARN, polymérase, et puis le gène de protéique N, et troisième, c'est la protéine d'enveloppe E, et le gène codant pour la protéine de spécule. Jusqu'à maintenant, les statistiques officielles ont montré que donc, différents pays ne travaillent pas dans la même cible. Par exemple, le CDC de Chine travaille plutôt sur le ORF A et B, tandis qu'en Allemagne, étudie plutôt par l'enveloppe E pour le premier dépistage. Et si c'est positif, ils vont ensuite examiner le gène de OTRF pour vérification. Si encore des disputes, on continue à examiner N. À Hong Kong, l'Université de Hong Kong utilise 2 séquences. Première, c'est AFT-AB-N, et les Japonais visent plutôt pan-coronavirus et le glycoprotéine de plusieurs cibles ou spécules. Donc, Thaïlande travaille sur le N, et aux États-Unis, ils travaillent sur 3 cibles du gène N, tandis que la France travaille plutôt sur 2 cibles au RD, RP et E. On peut voir que chaque pays a des différentes procédures, mais ils travaillent tous dans la zone conservée de... Voilà la séquence amorce publiée par le CDC chinois. D'abord, il est recommandé d'utiliser les amorces et les sondes pour la zone génique de cadre de lecture ouvert A et B. Deuxième séquence, c'est le nucléaire protéine.
et puis nous avons publié toutes les séries de séquences et des amorces. Et au début du coronavirus, nous avons éliminé au début les écouvions donc c'est très important, c'est pourquoi je dois vous présenter un petit peu. Cette collecte peut se faire par les patients lui-même, mais aussi peuvent faire par le professionnel. Donc il faut premièrement exposer entièrement le amygdale et il faut il faut brosser la zone exposée avec l'écouvion au moins 10 fois. Il faut faire attention. Et troisièmement, et pour les patients, il faut qu'ils fassent ça dans des zones assez sécurisées. Donc les écouvions ne doivent pas être dans la même salle. Il faut qu'ils passent par un transfert. Il y a un petit problème de liaison. Donc, c'est l'extraction de RNL. D'abord, on prend l'écouvion. Ensuite, c'est l'écouvion, on met dans la solution, dans le tube de solution, à peu près 15 millilitres. Ensuite, on prend une partie de liquide avec le virus. Et puis ensuite, extraction de RNA. Et donc, une partie qui a été condensée, purifiée, on va le mettre dans le tube de mix. Ensuite, on va passer par le PCR et pour lire le résultat à la fin. Dans l'ensemble, je me réfère à l'article allemand. Depuis la préparation des échantillons jusqu'à le résultat, il faut à peu près 5 heures pour avoir terminé tout ce processus. Et finalement, lorsqu'on a la courbe, comment interpréter la courbe? Je vais passer par 3 courbes. Chaque fois quand on lit ce tableau, il faut d'abord notre référence interne. Et donc, si la référence est très bonne, ensuite, on va voir ici, on a utilisé les 4 amorces et donc toutes les 4 gènes ont été analysés. Donc une courbe tout à fait bonne courbe, c'est un échantillon positif. Et maintenant, on va voir qu'il y a les zones n'y sont pas. Donc ça, c'est un cas de négatif. Tout à l'heure, c'était positif. Et troisième plan, donc les gènes, on voit les courbes, mais c'est dommage que par rapport à notre référence interne, il n'y a pas d'extension. Et donc, nous n'avons. Donc, c'est non spécifique. C'est pourquoi ce n'est pas positif. Il faut apprendre à interpréter ces courbes. Et au début, on utilise seulement écouvion nanopharyngé. Et ensuite, on a constaté que les gens du sang et d'autres échantillons peuvent aussi faire les examens génétiques. Mais en général, lorsque c'est en stade grave qu'on peut détecter leur acide dans le sang ou par les écouvillons anneaux. Donc, il faut faire attention. Et puis, dans le travail clinique, nous constatons aussi que par les larmes, on peut aussi détecter le virus. Et c'est un exemple qui montre que on utilise également, donc en fait, ce sont les écouvillons utilisés pour nanopharyngé. En fait, le taux de positif n'est pas très élevé. Et bon, parmi 30 patients, il n'y a qu'un seul qui est. Et nous avons découvert aussi un patient qui est positif par leur larme. Et troisième partie est le point clé de
de mon présentation, le problème, le défi dans la détection. Voyons ce document. Et en fait, en Chine, au départ, il y a beaucoup de remises en question des taux élevés de faux négatifs. Faux négatifs. Donc, et donc, à travers son étude, nous avons pu découvrir un problème. Le taux positif des acides nucléiques, car tous les patients étaient positifs, était de 59% et le taux était de 88%. Alors, en utilisant la RT-PCR comme référence, la sensibilité de la TDM thoracique du Covid-19 était de 97%. Et selon son analyse de séquences RT-PCR et les résultats de la TDM, nous avons pu voir que 60 à 93% des patients ont présenté des modifications de la TDM initiale cohérente avec le Covid-19 avant que le RT-PCR ne soit positif. D'autre part, 42% des patients avaient une TDM thoracique améliorée avant que la RT-PCR ne devienne négative. Et dans cet article, on pouvait voir également que pendant longtemps en Chine, beaucoup de patients devaient être testés plusieurs fois à l'acide nucléique pour être détestés positifs. Et on a pu voir qu'au total, 258 patients ont reçu plusieurs tests RT-PCR pour les tests RT-PCR de suivi à intervalle de temps supérieur à 3 jours. L'intervalle moyen pour le passage du négatif initial au positif RT-PCR est de 5,1 plus ou moins. Alors maintenant, voyons pourquoi est-ce que nous avons eu des doutes de tests faux positifs. Cela est lié au liquide de lavage broncho-alvéolaire qui présentait un taux de détection d'acide nucléique plus élevé. Nous avons pu voir que dans cette étude, le taux de positif était plus important car il était de l'écouvillonnage nasopharyngé était de 38,25%. Alors qu'avec le liquide de lavage broncho-alvéolaire, il était plus élevé et atteignait 80%. Donc, nous avons pu prélever des échantillons des voies respiratoires profondes. Et puis, nous avons pu voir qu'à travers les urines, la matière fécale ou encore les tests sanguins, nous pouvions également détecter le taux de positivité au virus. Alors, en dehors des échantillons et de l'âge et du sexe, l'âge et le sexe des patients sont également des facteurs. Qu'il s'agisse de l'ORF1AB ou du gène N, les hommes sont plus susceptibles d'être diagnostiqués positifs que les femmes. Et puis, il a également détecté que avec l'augmentation, avec l'âge plus élevé, il est plus facile d'être détecté positif. Les personnes de plus de 70% atteignaient 61,81%. Donc, avec l'augmentation de l'âge, on pouvait voir que le taux de détection positif était plus élevé. Qu'il s'agisse de l'ORF1AB ou du gène N, le taux de détection des patients en fièvre était également plus élevé que ceux sans fièvre. Donc, le facteur de température du patient avait une importance particulière. Les patients qui avaient de la fièvre et qui étaient en plus plus âgés avaient un taux de détection donc positif plus élevé. D'autre part, les facteurs de détection sont liés également au développement de la maladie. On peut voir que, en général, la période d'incubation médiane est d'environ 6 jours et la durée médiane entre l'apparition des symptômes et la visite à l'hôpital est de 7 jours, alors que la durée médiane des symptômes est d'environ 13 jours. Donc, la durée médiane des patients sévères est légèrement supérieure à 16 jours.
Alors, pendant les 2 étapes, nous faisons des tests et la première zone grise qui apparaît au stade initial de l'infection, lorsque le patient est encore complètement asymptomatique ou seulement légèrement symptomatique, la charge virale est trop faible pour être identifiée par une analyse RT-PCR. La deuxième zone grise peut apparaître à la fin de l'infection par le COVID-19 et les symptômes du patient sont moins graves. Au stade final de l'infection, la charge virale peut être inférieure et donc il est important d'y accorder une attention particulière. Alors concernant les raisons du kit de détection, récemment, donc, notre centre de contrôle clinique a détecté qu'au total 844 laboratoires ont déclaré des résultats valides dans cette évaluation de la qualité et les résultats de tests laboratoires étaient en général bons avec 701 laboratoires qualifiés. Et également dans le cas des causes de faux négatifs. Dans cette enquête, nous avons pu voir que sur une extraction similaire d'acide nucléique, même si le même réactif de détection était utilisé, en raison de la différence des réactifs d'extraction d'acide nucléique, la sensibilité analytique de la détection était inévitablement différente. C'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Deuxièmement, on peut voir que donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons trouvé des résultats différents. D'autre part, aujourd'hui, nous avons validé une dizaine de fabricants de kits de détection. Et on peut voir que ces réactifs de détection d'acide nucléique présentent une sensibilité analytique différente, avec des instructions de 100, 200, 500 et 1000 copies par millilitre. La sensibilité est différente en fonction des zones cibles de chaque réactif. Alors, dans cet article, on pouvait voir que, en dehors des facteurs que nous suivons de près, les malades qui ont pris des médicaments antiviraux peuvent avoir des détections de faux négatifs. Donc, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. D'autre part, par exemple, dans cette analyse, nous avons vu qu'il y avait des méthodes pour éviter de détecter ces faux négatifs. Donc, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. D'autre part, il manquait une correspondance entre les sondages et les symptômes des patients. Et parfois, il s'agissait des erreurs d'interprétation de la courbe de réponse. Donc, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Alors, en effet, nous avons vu que dans notre version d'essai CED de plan de traitement du Covid-19, nous avons décidé qu'à propos des tests laboratoires, nous allions faire des tests lymphatiques et du sang le test sérologique donc permet de voir que la plupart des anticorps IgM spécifiques au Covid-19 commencent à apparaître positifs 3 à 5 jours après l'apparition des symptômes. Et le titre anticorps pendant la période de récupération est 4 fois supérieur. Alors ça, c'est une autre analyse que nous avons pu étudier. À partir de 397 échantillons de cas de Covid-19 confirmés par le PCR et 128 échantillons de sang de cas négatifs provenant de 8 laboratoires cliniques différents, la sensibilité totale de la détection des anticorps était de 88,66% et la spécificité était de
90,63%. Par rapport à la détection d'IgM simple ou d'IgG, la détection combinée d'IgM-IgG a une meilleure potentialité. Alors, beaucoup de personnes suivent de près la durée médiane d'apparition de l'IgGM. Donc, dans une étude qui comprenait 82 cas confirmés de Covid-19 en Chine et 58 cas de potentiels, nous avons pu voir que la durée médiane du test IgGM était de 5 jours, tandis que la médiane du test IgG était de 14 jours. Et puis, nous avons pu voir à travers cette étude que les anticorps étaient plus forts à peu près au bout de 8 à 14 jours. C'est à peu près dans les 15 à 21 jours de contamination que les IgG étaient les plus importants. Donc, nous avons pu voir que c'est un élément à prendre en compte important dans la détection du virus. Aussi, j'aimerais reprendre des recommandations qui ont été faites par une étude de Singapour sur quel point est-ce qu'il faut faire attention dans le cadre de la détection. Tout d'abord, nous savons que le Covid-19 est transmis par les gouttelettes des voies respiratoires. Donc, il faut faire attention que dans réduire les réunions ou les